retour sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes ici sur la GovTech Lounge à Vivatech. Pendant ces 3 jours, on fera ensemble le tour des bonnes pratiques, des meilleures pratiques, des réussites du service public et de son usage qu'il fait de l'innovation et des technologies en particulier. Alors il y a 3 fonctions publiques, 3 versants de la fonction publique comme vous le savez, et puis il y a un versant ou un domaine de l'action publique qui nous est cher à tous, c'est celui de la santé et bien sûr de la façon dont le monde hospitalier utilise l'innovation, mène sa mue technologique lui aussi, sa transformation de son management. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un expert s'il en est. Bonjour Monsieur Carrière. Bonjour. Monsieur Carrière, vous êtes le directeur général de UniHA. Je vous ferai une bien meilleure présentation que moi d'UniHA, mais c'est important que tous nos téléspectateurs situent bien toute l'importance d'UniHA dans le monde hospitalier dont je parlais. Je vous en prie. Merci de m'accueillir cet après-midi. Donc UniHA a été créé il y a environ une quinzaine d'années. Ce sont les plus gros hôpitaux français, les hôpitaux publics, les centres hospitaliers universitaires et quelques gros établissements hospitaliers qui ont décidé de regrouper leurs équipes achats. Ils ont posé l'hypothèse qu'en regroupant les professionnels qui s'occupaient d'achat, ils pourraient effectivement construire une meilleure performance dans leur organisation, dans les produits qu'ils acquièrent, dans les solutions qu'ils déploient et au besoin dans les technologies qu'ils mobilisent. Donc aujourd'hui, nous achetons pour environ 4 milliards d'euros de produits, services, technologies, équipements, beaucoup de médicaments, pour l'essentiel du médicament, mais on achète tout ce dont on a besoin à l'hôpital. Donc on a besoin à l'hôpital évidemment de médicaments, de dispositifs médicaux qui vont être implantés, des stimulateurs cardiaques, mais aussi du système d'information. Du système d'information. Et alors, en vous écoutant, je comprends bien qu'une des motivations, c'est, bon, bien sûr, il y a un effet de taille, parce que vous dites avec 4 milliards, on a quand même, on va dire, un pouvoir de négociation un peu supérieur à d'autres, mais c'est aussi, vous disiez la mutualisation de l'expertise, hein, c'est-à-dire en regroupant autant d'acheteurs, vous avez un meilleur regard sur la fonction. Hein. C'est assez simple. Avant qu'UniHA existe, il y avait des acheteurs, des équipes d'acheteurs dans chaque hôpital. Et dans chaque hôpital, on construisait des équipes d'acheteurs, l'un du médicament, l'autre du système d'information, etc. Si vous réunissez ces équipes et vous dites qu'il y en a un dans le réseau qui va acheter tous les ordinateurs pour tout le monde, eh bien vous arrivez à construire une expertise, une meilleure connaissance des entreprises et surtout des opportunités que les entreprises peuvent vous proposer. Et c'est l'histoire des achats, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit dans le secteur privé. Oui, au début, vous achetez parce que vous voulez un meilleur prix. Et après, vous dites, acheteur, on doit être une force de proposition pour moderniser l'ensemble de l'organisation et du processus des hôpitaux. Après le prix, il y a le fait que l'achat est un vecteur de cette transformation, d'une meilleure efficience publique. Alors, et efficience, attractivité de l'hôpital. Oui. Parce que l'objet, c'est aussi de proposer aux patients quelque chose qui est le meilleur service, la meilleure qualité de service, le meilleur soin. Et ne pas oublier que les hôpitaux publics sont aussi en concurrence entre eux, mais sont aussi en concurrence avec des cliniques privées. Et donc on est dans un univers public, mais aussi concurrentiel. Et puisque vous vouliez parler de l'attractivité, est-ce qu'il n'y a pas non plus un problème d'attractivité entre centres hospitaliers vis-à-vis des praticiens, et y compris vis-à-vis du privé ? Évidemment. Hein, Évidemment. Qui n'est pas non plus une mince affaire et qui est une des données importantes, un des problèmes importants auxquels a faire le monde hospitalier aujourd'hui. Alors, cette fonction achat mutualisée dans UniHA dont vous êtes le directeur général, vous le disiez, évidemment, il y a ce souci du prix, hein, de l'économie de l'achat, mais il y a surtout cette vision du fait que l'achat et le choix qui est fait dans un achat est une des composantes, hein, d'un ensemble, d'une démarche de modernisation et de transformation de la gestion de l'hôpital. Alors on ne parle pas du matériel auprès du patient, on ne parle pas du matériel médical, on parle plutôt des systèmes d'information, peut-être des systèmes de gestion du personnel, peut-être des systèmes de gestion de l'organisation des services. Dans ce domaine-là, est-ce que l'hôpital... on a toujours l'impression que l'hôpital est à la peine, en fait. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai et c'est pas vrai. Bon. Vous ne parlez pas de l'équipement médical, mais pourtant, il y a de vraies révolutions qui sont à l'œuvre aujourd'hui.
Par exemple, je vais vous donner des exemples parce que je pense Oui. que c'est plus concret. C'est la meilleure façon de se faire comprendre. Avec l'intelligence artificielle, avec l'analyse de données, vous êtes aujourd'hui en capacité de sortir un diagnostic plus rapide, plus juste, plus précis, donc d'apporter une qualité de service au patient qui est évidemment meilleure. Aujourd'hui, vous avez des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de diagnostiquer des cancers des poumons ou des problèmes cardiologiques de meilleure façon que le font les médecins. Plus rapidement, en faisant plus de vite. l'analyse de l'historique de données, en comparant faisant de l'analyse avec... de données, avec de l'analyse d'images. Oui. Voilà. Vous êtes capable aujourd'hui d'avoir des résultats en diagnostic de tumeurs de différentes sortes, en anapathe par exemple, d'avoir des qualités de diagnostic et des qualités quant à la graduation de l'importance et de la gravité de la maladie plus rapidement qu'en prenant les méthodes traditionnelles. Alors évidemment, c'est un meilleur service rendu que de faire comme ça. Vous êtes en capacité aussi de diagnostiquer beaucoup plus rapidement et de manière plus fine les bactéries et les virus auxquels est confronté un patient. Ça vous permet tout de suite d'aller plus vite dans l'antibiothérapie et ça vous permet aussi de cibler l'antibiotique qui correspond exactement à la bactérie. Avant, on tâtonnait, on essayait, etc. Et après, vous avez des populations qui sont exposées à trop d'antibiotiques, donc qui sont résistants aux antibiotiques. Donc il y a de vrais vecteurs de modernisation, d'accélération et d'amélioration de la qualité. Des traitements et du diagnostic. Alors là, on a c'est toutes ces familles de services qui sont à disposition des praticiens on parle du praticien augmenté, enfin, qui est enrichi dans son expertise par l'apport de la machine. Alors, il est enrichi parce qu'il a une capacité de diagnostic qui est plus importante. Et il est enrichi parce qu'on va lui apporter de l'aide à la décision et de l'aide dans le tri des patients. C'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer aux praticiens hospitaliers ou aux soignants, c'est pas que les médecins, bien sûr, oui. Ça peut être une infirmière d'accueil aux urgences par exemple. On va pouvoir proposer un tri des patients, donc on va pouvoir mobiliser la compétence médicale et soignante sur le patient qui a le plus rapidement possible besoin d'une intervention médicale. Exemple, encore un exemple. Nous avons aujourd'hui des modalités de téléconsultation qui nous permettraient de traiter une partie de la file d'attente aux urgences. On peut imaginer demain que lorsque vous arriverez dans un service d'urgence, on vous dise si vraiment vous voulez voir un médecin, c'est 3 heures d'attente, ce que tout le monde vit. Ou vous avez l'opportunité d'avoir une téléconsultation dans un espace qui vous est réservé, où les paramètres biologiques sont mesurés et avec un médecin qui est à distance et qui va pouvoir de la sorte traiter des besoins qui sont immédiats. Donc fondamentalement, on voit apparaître des technologies qui vont vraiment révolutionner la manière dont on est pris en charge à l'hôpital. Oui, qui vont compléter ce qui existe déjà en répartissant, alors on parle des dossiers patients, mais en répartissant les cas, en les poussant vers des organisations qui sont externalisées par rapport à l'hôpital. Sur ce sujet de la data et de l'information dont le monde médical peut disposer pour traiter, soit faire un peu de prédictif ou de la meilleure analyse, est-ce que on arrive à un meilleur consensus ? On a connu quand même des époques où il y avait de fortes réticences des organismes sociaux en fait, qui détiennent un historique de data considérable. Est-ce que les esprits se détendent ? Et est-ce qu'on sort de cette... il y a eu une grande phobie à une époque par rapport à l'usage des données médicales pour justement améliorer ça. Est-ce que ça, vous sentez les esprits évoluer ? Alors aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui est très précis et qui indique les moyens, les modalités, les organisations qu'il faut mettre en place dans le système de santé, pas uniquement dans les hôpitaux, parce que le patient, il passe de l'hôpital à la ville, il va voir son médecin généraliste, le pharmacien, etc. Donc, qui nous permet effectivement de pouvoir sécuriser la manière dont les données sont stockées, où elles sont stockées et comment elles sont utilisées. Donc ça, c'est un cadre réglementaire qui est excessivement rigoureux en France par rapport aux autres pays européens, par exemple. C'est une vigilance de tous les instants. Parce que vous avez le cadre réglementaire et vous avez l'usage des professionnels de santé dans leur pratique au quotidien.
Peut-être aurez-vous la surprise de voir parfois un médecin faire une prescription au téléphone parce qu'il a un contact, une infirmière dans un service. Ça existe encore. On a encore des personnels hospitaliers qui n'utilisent pas des messageries sécurisées. Voilà, donc on a toute cette expérience de l'informatique qui est à canaliser. Mais fondamentalement, aujourd'hui, la question de la donnée de santé est une question qui est organisée et on doit être en capacité de le traiter. On sent bien, oui, qu'elle est au cœur de la préoccupation d'à peu près tous les acteurs de la chaîne de santé, parce que tout le monde a aussi compris à la fois la valeur et ensuite et aussi les risques qui accompagnent le fait de communiquer autour des données de santé. La mutualisation de l'expertise achat et des volumes tels que peut le permettre UniAchat, est-ce que ça permet aussi à des centres hospitaliers qui n'auraient pas seuls la force, la capacité, l'expertise d'aller vers ces nouvelles technologies qui sont quand même peut-être encore en devenir pour pas mal de centres. Est-ce que ça leur permet de gagner du temps dans cette histoire de la transformation ? Il y a un effet d'entraînement évident. Je ne vous parlerai pas de technologie, parce que la technologie, elle rend possible les choses. En fait, le sujet qu'on a maintenant, c'est l'usage. Oui. C'est l'usage qu'on vous propose, les facilités que ça vous offre, etc. Si vous prenez un smartphone, alors il y a des gens qui sont friands de telle ou telle marque de smartphone. Mais fondamentalement, ce n'est pas le smartphone qui est intéressant. C'est les applications qu'on vous propose et que vous allez utiliser. Et vous allez faire le tri entre les différentes applications qu'on vous propose. Donc la technologie rend possible des usages nouveaux. Et c'est comme ça que les acheteurs pensent et réfléchissent. Moi, UniAchat par exemple, mes hospitaliers avec lesquels je travaille me disent « Faites-moi un store d'usage adapté à la pratique hospitalière ». Et rapidement, on va voir qu'il y a des usages qui s'imposent, d'autres qui disparaissent, d'autres qui ne passent pas la rampe du marché. Mais fondamentalement, c'est ça le sujet. Ce n'est pas la technologie. Oui, c'est l'appropriation de la technologie par les praticiens, enfin les acteurs. Et est-ce que UniAchat joue un rôle justement d'acculturation de ces utilisateurs ? Est-ce que vous êtes là pour aller évangéliser, si on peut ? Alors, notre rôle, c'est construire l'offre avec les opérateurs économiques. Et puis c'est à eux de bien leur expliquer quelles sont les modalités qui leur permettent de réussir. Donc ça, c'est fondamentalement notre première mission. C'est de caractériser ces innovations, de consolider des modèles économiques, qu'on ait ergonomiquement des applications qui présentent un intérêt. Donc c'est vraiment de qualifier les usages et ensuite de les mettre à disposition des hospitaliers. Et d'accompagner la mise à disposition. C'est-à-dire que là, c'est un travail conjoint avec les entreprises qui font ces offres et avec les équipes UniAchat qui sillonnent le territoire. Et on se sert du réseau. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une diffusion en tache d'huile. La réussite d'un hôpital dans un endroit du territoire sert de levier pour expliquer aux autres comment ils peuvent l'utiliser et ainsi de suite. Ça sert d'exemple et les résultats servent à convaincre l'autre centre hospitalier, etc. Exactement. Donc c'est cette communauté hospitalière qui est nourrie de la réussite des uns et des autres, organisée par un achat, j'ai bien entendu, une expertise qui va bien au-delà de l'expertise économique, qui est celle de l'achat pertinent et on a besoin de ça pour avoir aujourd'hui cet achat en capacité d'accompagner la transformation des pratiques. Et de l'anticiper. Et de l'anticiper. Alors là, parce que là, on a un projet de loi qui va quand même faire bouger les choses normalement. On a le gouvernement qui dit deux choses. Il dit l'hôpital doit piloter dans tout son territoire et l'hôpital doit être non seulement compétitif en termes de production, mais il doit être pertinent et il doit s'occuper de qualité. Et ça, c'est une révolution. Dire demain aux hôpitaux que demain, ils seront financés aussi parce qu'ils sont pertinents dans la prescription, le recours au diagnostic ou qu'ils ont une qualité qui est meilleure, c'est aussi une nouvelle donne. Et pas uniquement à l'acte. Et pas uniquement à l'acte qui a eu son mérite à une certaine époque, mais... Qui l'a encore. Alors, ça, c'est... Prochaine émission sur Acteurs Publics. La facturation à l'acte. Bon, eh bien, écoutez, Monsieur Carrière, je vous remercie pour ces explications. On a vu à quel point UniAchat est un acteur de la transformation du monde hospitalier. Et je suis très intéressé, comme nos téléspectateurs, de constater que la fonction achat qui a
peut-être de temps en temps c'est un petit côté un peu vieillot, les achats. Hein. Et bien là, dans ce cadre-là, et quand c'est conçu comme vous le faites, c'est plutôt le fer de lance de la transformation et de l'innovation. Merci à vous. Merci, bravo pour cette réussite. Merci. Et à vous tous, merci pour votre attention et à bientôt sur Acteurs Publics TV.